Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Alice Catlino. Bonjour Alice. Bonjour, merci de me recevoir. Alice, vous êtes une femme d'action et d'engagement branchée sur 3000 volts communicatif, dont le parcours singulier force l'admiration. Vous êtes diplômée d'un master en communication et d'une expérience internationale. Vous avez transformé l'adversité en moteur, faisant de l'émancipation féminine votre cheval de bataille. À la tête de 6 entreprises, et de 3 marques déposées, vous fédérez, formez et inspirez plus de 2400 élèves et 540 entreprises. Votre énergie, que d'aucuns qualifieraient d'inépuisable, vous la mettez au service de l'audace, de la cohésion et de la structuration des femmes entrepreneurs. Vous incarnez la résilience, l'innovation et la positive attitude, et vous faites de chaque rencontre une opportunité de croissance collective. À travers vos événements, vos contenus et vos clubs, vous insufflez l'envie d'oser, de s'entraider et de bâtir un entrepreneuriat féminin à la fois solidaire et visionnaire. Alice, en préparant cette émission avec vous, vous m'avez expliqué que le syndrome de l'imposteur est un frein majeur pour de nombreuses femmes entrepreneurs. Quelle méthode ou exercice vous proposez pour le dépasser ? Est-ce que vous avez un exemple marquant d'évolution à partager ? Le syndrome de l'imposteur, c'est notre meilleur ami, à nous, mesdames. J'ai eu la chance d'ailleurs d'en parler dans beaucoup d'émissions. Alors je crois que déjà c'est un fait, scientifique même, qui a été démontré. Les femmes ont plus le syndrome de l'imposteur que les hommes. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, très certainement lié à l'éducation, à l'école, au rôle qu'on a joué enfant, peut-être, et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreuses à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, prendre des rôles, entre guillemets, dits à l'époque d'hommes. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui vit en nous, et qui fait qu'on a du mal à, justement, assumer, avoir la légitimité, la posture, et donc, on a ce fameux syndrome. Ce syndrome, moi, je l'ai régulièrement dans des situations, typiquement les situations, je ne sais pas si les auditeurs vont trouver ça marrant, mais j'appelle ça les situations pingouins, c'est-à-dire costume-cravate. En gros, j'en parle beaucoup dans mes conférences parce que moi, j'arrive avec tout un attirail d'éléments qu'on pourrait stigmatiser. Mon chien, mon look, mes ongles. Et forcément, je rentre pas dans le moule. Et pourtant, c'est un moule que je connais bien parce que mon père travaillait avec ses amis, les manchots. Je le taquinais beaucoup avec ça. Donc, ça arrive dans des contextes où, je veux dire, visuellement, ça se voit qu'on fait un petit peu tâche, qui plus est avec tout un attirail. Et dans ces moments-là, il y a 2 choix. Le premier choix, c'est « Ok, je me fais toute petite, on va pas me remarquer, de toute façon, on me donnera pas la parole, et puis tout ce que je dis, c'est pas intéressant, etc. etc. » Ou au contraire, il y a « Travailler sa singularité, en faire une force ». Moi, j'ai toujours donné des conférences où, dès que je mets un pied sur scène, et souvent que ça arrive que je sois avec notamment des hommes, et des femmes d'ailleurs, qui sont aussi très corporate, je préfère casser tout de suite le cliché. Je leur dis « Voilà, j'ai un chien ». J'ai des prothèses mammaires, je suis pleine d'artifices, etc. C'est mon histoire. Pendant 6 ans, j'ai été avec un mec qui m'a interdit de me maquiller. J'ai failli mourir 2 fois parce qu'il m'a jeté du 6e étage. Et je me suis relevée en étant moi-même. Pour moi, ces artifices, c'est mon féminisme à moi. Si vous avez envie de continuer à me stigmatiser dedans, c'est OK. Mais au moins, maintenant, vous avez ma notice. Et en fait, en travaillant sur le principe de notice, donc on l'appelle personal branding sur certaines plateformes, on l'appelle récit de vie sur d'autres, mais c'est surtout comment on s'amène au monde, dans des situations d'assemblée, comme ça où il y a du monde, comment on fait de ces petites singularités ou ces petits défauts, qu'on appellerait défauts, comme ça, autour d'une table, mais en faire des forces, il faut les travailler, les définir, et par la suite, savoir les présenter au monde. Et dans ces moments-là, à force d'avoir le même discours, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur scène, que ce soit avec mes clients, etc., les gens, en fait, ça finit par rentrer, quoi. Ça devient banal. Faites en sorte qu'une chose devienne une banalité pour les autres et elle ne sera plus relevée, tout simplement. Vous disiez que c'était propre au féminin, mais est-ce que le masculin n'est pas dans le déni de ce syndrome de l'imposteur ? Parce qu'on a tous un peu ce syndrome-là. En fait, oui. En fait, il y a quelque chose de très intéressant à prendre dans le discours des hommes et dans leur message intérieur. Les hommes ont le syndrome de l'imposteur, mais il y a quelque chose en eux qui dit « Mon gars, tu vas le faire. » Prenons un exemple. Entretien d'embauche.
un entretien d'embauche, il y a une étude, alors je ne sais plus la source, donc je ne vais pas trop m'avancer sur l'étude, mais je sais que j'avais vu ce reportage sur Enquête d'Action, je crois. Voilà. Les hommes, lors d'un entretien d'embauche, même s'ils ne savent pas faire la compétence, ont tendance à accepter tout de même de faire le poste et de se dire, de toute façon, je l'apprendrai, cette compétence. Et c'est pas idiot en soi. Et il faut leur reprendre cet magnifique exemple de résilience et de pragmatisme et de réflexion. Parce qu'en fait, nous, on a tendance à dire, ah ben moi, je sais pas le faire. Ah ben donc, je vais pas prendre le poste. Et c'est dommage parce que moi, j'aime bien dire que une hard skills, donc une compétence technique, on peut l'apprendre. On peut l'apprendre. Il suffit de se poser. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas de ressources, à des IA, à des bibliothèques en ligne, à des livres qui sont maintenant sur des liseuses. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on ne puisse pas adopter une hard skill assez rapidement, surtout quand on est déjà dans un secteur où on évolue par ailleurs. Enfin, je veux dire, on ne va pas se présenter en tant qu'ingénieur agronome quand on est, je ne sais pas, dans la coiffure. Donc, voilà, si on ne sait pas faire le blond quand on est coiffeuse, ben, on va l'apprendre. Et nous, les femmes, on a tendance à dire, OK, j'ai ma to-do list de tâches, de choses que je sais déjà faire. OK, il m'a demandé une tâche en plus, je ne saurais pas le faire. Et le plus compliqué, c'est d'avoir des soft skills. C'est d'avoir des compétences humaines, l'intelligence relationnelle, l'empathie. Ça prend du temps à se transformer pour en avoir. Mais les hard skills, les compétences techniques, on peut les apprendre. Et je crois que les hommes, là-dessus, sont hyper inspirants. Et ils nous apportent beaucoup par leur façon de fonctionner. Et il paraîtrait que ça viendrait aussi de la testostérone. Ça vous aiderait à avoir plus d'audace. Donc vous n'êtes pas en train de cliver, vous dites qu'il y a des avantages quand même chez la côte mâle. Comment vous accompagnez les femmes à entreprendre ? C'est quoi votre méthode ? Allez, quelques petits tips. Alors, justement, moi j'ai eu la chance, justement, je disais que je n'étais pas clivante avec les hommes. Moi j'aime beaucoup les hommes, mon papa m'a beaucoup inspiré, mon frère aussi, mon conjoint aussi. J'essaye justement d'apporter ce petit côté qu'on appelle le côté yang aux femmes, apprendre à parler sur scène, apprendre à vivre avec la peur de parler en public, c'est possible. C'est-à-dire que le cerveau est neuroplastique, on peut le remettre dans des situations où il se remet en avant. Donc se pitcher, apprendre à se vendre, apprendre à créer des écosystèmes en ligne pour que les gens puissent monétiser, par exemple, une audience ou attirer une audience et vendre un produit, un service, se rendre mémorable dans le secteur d'activité dans lequel ils sont. Tout ça, c'est les métiers que j'enseigne. Il y a aussi l'intelligence relationnelle, il y a aussi tout ce qui va être les ads, communiquer avec les outils, l'intelligence artificielle. Je leur donne vraiment un 360 de tout ce qu'ils peuvent utiliser pour que l'entrepreneuriat ne soit plus une labeur, mais une saveur, en gros. Vous les accompagnez aussi dans ce paradoxe de gérer à la fois de front une vie de famille et une vie d'entrepreneuse ? En fait, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est d'automatiser des tâches. Donc, de limiter un maximum de tâches. Après, entreprendre reste une activité, même si on automatise des tâches, qui est pas facile au quotidien. Et je pense que les mamans que j'accompagne, déjà, j'ai énormément de respect pour elles. Et c'est doublement plus dur que d'avoir la famille à gérer et le business à gérer. Mais on trouve des solutions, on automatise, on scale, on essaye de faire en sorte de plus vendre son temps, mais de centraliser en fait les actions pour pouvoir, en une action, en fait, faire une action dupliquée, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de leur donner des outils plus faciles, une méthode aussi, une structuration pour qu'elles arrêtent de patauger dans la semoule, parce que souvent c'est difficile de définir son offre, de définir sa promesse, de savoir qui on vise. Est-ce que c'est viable dans le temps mon business ? Est-ce que je peux avoir plusieurs clients simultanés ? Est-ce que je vais y arriver ? Souvent elles arrivent avec des croyances qu'un client égale 1 heure, égale un temps précis. Alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est possible de scaler, de devenir une surfemme, un surhomme. Voilà. Est-ce que votre charisme n'est pas contre-productif pour quelqu'un qui est en doute de soi à l'instant où il vous rencontre ? Alors, pas vraiment, parce que moi, je suis... déjà, je sais pas, j'ai du charisme. Néanmoins, j'ai beaucoup d'humour et d'autodérision. Donc, les gens, je les attire par les blagues de Toto. Les choses comme ça, parce que je me prends pas trop au sérieux. Et je crois qu'ils viennent surtout chercher ça. Je peux pas plaire à tout le monde. Je crois que, par exemple, les personnes qui ont le profil un peu bleu-rouge, qui sont des personnes plus structurées, je les attire moins. Et j'attire beaucoup les artistes, les spirituels, ceux qui rêvent, en fait, les rêveurs. Et on est un peu pareil, On est dans la même team. C'est quoi votre plus grande fierté dans votre quotidien professionnel ? À quel moment vous dites « c'est chouette, là, je me sens utile » ? En fait, dans mon école, qui est aussi une école en ligne, donc on a différentes classes. Donc on a tout un groupe sur WhatsApp avec différentes classes et thématiques. Et il y a une classe qui s'appelle les Victoires.
Et donc, tous les jours, je reçois les victoires de mes élèves. Par exemple, la semaine dernière, on avait Priscilla qui a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça fait 16 ans qu'elle est photographe. Elle n'a jamais atteint ce chiffre d'affaires. Et j'ai réussi enfin à l'aider. Alors, bien sûr, elle s'est aidée elle-même. Je ne suis pas à l'origine de 100% de ce résultat. Mais elle m'a dit, voilà, ça y est, je sais que je suis passée dans une autre stratosphère. Donc, je suis fière, en fait, quand c'est elles qui partagent leur réussite. J'ai Isabelle qui n'arrivait pas à placer 2 mots en face caméra. Maintenant, elle est speaker. Sandra, qui était agent immobilier, ça se passait pas bien dans l'immobilier. Maintenant, elle donne des conférences sur la crypto-monnaie au Rotary Club. Enfin, j'en fais des Wonder Woman, quoi. Donc, je suis trop contente quand je vois se concrétiser, en fait, les conseils en situation réelle. Là, c'est magnifique. En règle générale, ça prend combien de temps pour émanciper une personne ou la libérer ou la révéler ? Alors, ma maman est psy, donc je ne peux pas donner de chiffres puisque ça va dépendre du trauma. Ça va dépendre de l'impact des autres sur la personne. J'ai des personnes, le déclic, c'est 2 semaines, et j'ai des personnes, ça fait 2 ans. Mais voilà, bon, après, ça prend pas 100 ans d'aider une personne à s'émanciper. Mais voilà, je dis toujours que moi, je suis pas dans le soin. Donc, il y a un moment quand ça dépasse mes compétences, c'est-à-dire qu'on n'est plus de l'ordre des compétences techniques, mais peut-être que c'est mental, peut-être qu'on vient de vivre un burn-out. J'invite quand même les personnes à aller voir des thérapeutes confirmés, dont c'est le métier. Voilà, moi, je donne des cours, j'aide à émanciper, mais je suis pas médecin, je suis pas psychologue, quoi. Est-ce que le moteur de votre activité est le résultat de votre propre histoire ? C'est-à-dire que vous avez vu un moment vos limites, ou vous étiez dans ce syndrome de l'imposteur, et vous avez dit non, c'est pas possible, j'ai autre chose en moi. Vous vous êtes révélé, vous vous êtes aidé vous-même, et est-ce que vous êtes animé par cette transmission-là ? Ah, mais à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que mes élèves m'appellent mentor. Mon mentor, ça fait un peu mégalo, mais le mentor, dans la définition, c'est celui qui puise de son histoire personnelle pour en faire une expérience acquise et donc après une leçon à tirer. Les 2 grandes raisons, on va dire, la première, ça a été donc cette première relation toxique où je n'avais pas le droit de travailler avec des hommes, j'avais pas le droit de vivre, en fait, d'être libre. Je me suis dit, mais plus jamais, il faut que je sois complètement indépendante, ça doit plus m'arriver. Et la deuxième chose, c'est quand je suis arrivée à Montpellier, qui est quand même la ville qui m'a aidée à m'émanciper. Enfin, moi, je dois énormément à cette ville, je la porte dans mon cœur. Pour moi, ça a été la libération, Montpellier. Toujours est-il que quand je suis arrivée en 2015, avec mon petit baluchon sur le dos et mon expérience à l'étranger et mon origine de Paris, j'ai pas très bien été accueillie au départ. Je me prenais beaucoup des portes, beaucoup de refus. Je cherchais à postuler en tant que directrice artistique. Et un peu par hasard, je suis tombée sur les réseaux sociaux d'abord. Bon, comme tout le monde, je postais à droite à gauche. Je ne peux pas trop quoi en faire. J'ai eu pas mal de critiques aussi quand j'ai commencé à évoluer sur les réseaux. J'ai eu le Midi Libre qui avait fait un article sur nous, les influenceurs, au début quand c'était pas trop bien vu. C'est journaliste 2.0 de mes 2. Enfin voilà. Donc au début, on n'est pas trop bien accueillis. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a eu une sorte de retournement de situation où quelque part, on est devenu des sortes de médias. Malgré nous, moi, c'était pas du tout l'objectif. Au départ, je cherchais des clients. Moi, je voulais juste travailler, en fait. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et voilà. Et donc, ces 2 grandes choses, donc le traumatisme, on va dire, dans la relation et le traumatisme dans le secteur du travail, à me dire, je vais pas survivre dans mon travail, ont fait que je crois que j'ai réalisé que j'avais les clés, en tout cas on va dire la notice Ikea, je sais pas comment on peut l'appeler, la notice de meubles, pour aider les gens à débloquer le truc, quoi. Voilà. Donc souvent, ils utilisaient des moyens que j'ai utilisés moi-même. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du phoning, j'ai été commerciale de mes propres boîtes. C'est compliqué. On vit à l'ère du digital, qu'on le veuille ou non, en fait, on est enseveli sous le digital. Et je me suis dit, avec des bonnes valeurs et une éthique, comment on peut utiliser ces outils pour les mettre à profit de notre business, quoi. Voilà. Bon, super Alice. On pourrait rester des heures parce que vous êtes inspirante et vous êtes une bonne communicante. Est-ce que vous avez la capacité en 2 minutes de nous expliquer rapidement les 6 entreprises et les 3 marques déposées ? Rapidement ? Ouais. Alors, ok, je vais faire très très vite. Super. Donc, j'ai une boîte de Com360 qui est aussi ma boîte liée à mon académie. J'ai une boîte d'événementiel qui fait des châteaux des entrepreneurs où on émancipe les entrepreneurs dans des masterminds. J'ai une boîte qui s'appelle Sim, qui est une boîte de branding haut de gamme dans laquelle nous avons aussi le club des samouraïs. Nous avons aussi Alessi la production, qui est une boîte de production. J'ai un garage de véhicules premium qui s'appelle Cevalis. Ça veut dire Sébastien Alice. J'ai une holding qui gère tout ça, qui s'appelle Alice Cat Designer, donc le nom
noms que j'ai sur les réseaux. Et puis mes marques, donc j'ai investi dans une marketplace qui s'appelle Wamep, où pareil, on incube des marques de femmes qui entreprennent et des marques qui ont eu des concours, notamment concours Lépine, etc. J'ai les Dinéoses, qui est une marque de dîner qui aide les femmes à s'émanciper, à prendre la parole en public, et il y en a partout dans le monde jusqu'à Tahiti. J'ai la marque Inspiration Awards, et je crée des galas awards pour les femmes. Et voilà, et je crois que j'ai quasi tout dit. Tout va bien. Vous êtes parfaite, Alice. Il faut pas, quand on écoute Alice, il faut pas rester sur la forme, il faut aller sur le fond, mais Oui. parfois la forme révèle aussi un fond profond. Merci Alice pour votre Merci temps. beaucoup. Je sais que votre emploi du temps est chargé et d'avoir fait ce petit passage sur Radio Clapas est un honneur pour nous. À très bientôt. À bientôt. Merci Radio Clapas.